Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la volonté du Japon sous l'ère Meiji de s'étendre en Asie. Fort de sa victoire sur la Russie du tsar Nicolas II, le Japon entreprend son expansion en Extrême-Orient. La Corée et une partie de la Chine passent sous influence et direction du Japon. Vous voulez en savoir plus sur l'expansion du Japon? Venez avec moi. Après sa victoire sur la Russie, dont la flotte fut anéantie à Tsushima, le 27 mai 1905, le Japon trouve définitivement sa place parmi les grandes puissances internationales. Cela transpirait clairement dans des conditions du traité de Portsmouth, signé sous l'égide de Theodore Roosevelt en septembre 1905, mais aussi dans le traité d'alliance militaire conclu avec le Royaume-Uni en 1902 et qui fut reconduit la même année. Ce traité se donnait pour but la consolidation et la préservation de la paix générale dans les régions d'Extrême-Orient et les Indes, ainsi que la défense des droits et des intérêts de Londres, qui voulait limiter la puissance russe, et de Tokyo dans ces mêmes territoires. Le pays du soleil levant avait la conviction que ses liens avec Londres constitueraient la meilleure défense contre les velléités revanchardes de la Russie impériale. De fait, Moscou infléchit le cours de sa politique étrangère pour faire porter son intérêt sur l'ouest de son empire. La Russie de Nicolas II, reconnue par le traité de Portsmouth, le protectorat japonais sur la Corée, le tsar, s'engage également à évacuer la Mandchourie et à céder au Japon le bail de la péninsule chinoise de Liandong et de Port Arthur. La partie méridionale de l'île de Sakhalin fut elle aussi abandonnée à Tokyo, ainsi que le chemin de fer sud-mandchourien, administré jusqu'alors par les Russes. Le Japon devint ainsi un empire au sens colonial du terme, qui avait toutes les raisons d'espérer étendre son territoire et sa zone d'influence en pays chinois. Les milieux nationalistes japonais considèrent le traité de paix de Portsmouth comme trop modéré au vu des brillantes victoires militaires remportées sur une Russie réputée invincible. Certains allaient jusqu'à parler d'humiliation. C'est surtout le fait que le Japon renonçait au versement de réparation qui enflamme les esprits. Les Japonais étaient en revanche unanimes pour saluer la place nouvelle que venait de prendre leur archipel sur la scène internationale, sachant que leur pays sortait à peine de plusieurs siècles d'isolement total. La Corée avait été occupée par les troupes japonaises dès 1904, pendant la guerre contre la Russie. À l'issue de la guerre, le gouvernement coréen dut signer le traité de protection 1905, dans lequel Tokyo confirmait officiellement l'indépendance et l'inviolabilité territoriale du royaume de Corée, mais s'assurait en même temps d'importantes prérogatives en politique intérieure et étrangère, ainsi qu'un droit d'intervention militaire. Le pays se voit ainsi imposer la présence de conseillers économiques et diplomatiques, de sorte que l'influence japonaise devint omniprésente et que la péninsule fut transformée de fait en protectorat japonais. La Corée espérait pouvoir se soustraire à cette pression et s'en remettra aux dispositions de l'accord d'amitié signé avec les États-Unis en 1882. Mais à la fin du mois de juillet 1905, le président Theodore Roosevelt conclut avec le gouvernement japonais l'accord dit de Tafkatsura, par lequel Tokyo s'engage à n'entreprendre aucune action hostile contre les Philippines sous contrôle américain depuis 1899. De son côté, Washington déclare ne rien avoir à objecter si le Japon voulait placer la Corée sous sa souveraineté et son autorité politique à l'issue de la guerre contre la Russie, sous prétexte que ce nouvel équilibre concourait à la paix dans la région. Les États-Unis restent donc sourds à tous les appels à l'aide coréens. Les troupes japonaises donnent aux négociations avec le gouvernement coréen au milieu du mois de novembre 1905 toute l'importance qu'elles revêtaient à leurs yeux. La délégation nippone était dirigée par l'ancien premier ministre et prince Ito Hirobumi. Le traité signé en novembre 1905 accorde au résident général japonais des droits considérables, notamment en politique étrangère. Cette charge fut inaugurée par Ito Hirobumi lui-même. Le gouvernement coréen se refuse à collaborer avec le Japon. Cela entraîne de nouvelles exigences de la part de Tokyo. Les conseillers japonais au Parlement entreprennent de priver les Coréens de tout pouvoir. En 1907, l'empereur de Corée, Kojong,
envoie secrètement une délégation à la conférence de la paix de La Haye pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les desseins japonais. Tokyo exige aussitôt l'abdication du souverain en juillet 1907. Son successeur, Sun Jong, se plie docilement à toutes les exigences du Japon et le résident général obtient les pleins pouvoirs. Le 26 octobre 1909, le prince Ito meurt assassiné par un étudiant coréen nationaliste lors d'une tournée en Mandchourie. Ce fut pour Tokyo une occasion toute trouvée de radicaliser encore sa politique dans la péninsule. L'armée coréenne passe sous le commandement du ministère de la guerre du Japon et les chemins de fer nationaux furent placés sous régie japonaise. Les tribunaux coréens furent à leur tour asservis à la justice japonaise. Le 28 août 1910, la Corée fut officiellement annexée et devient une colonie japonaise. Cependant, le Japon lorgne aussi du côté de la Chine. Après le traité de paix de Portsmouth, les deux anciens ennemis de guerre japonais et russes ne tardent guère à se rapprocher. Dès le mois de juillet 1907 furent signés deux accords, l'un officiel, l'autre secret. Dans le texte rendu public, les deux pays reconnaissaient le principe de la politique de la porte ouverte en Chine, c'est-à-dire d'un accès libre au marché pour les puissances étrangères, et assuraient vouloir y défendre le statu quo. Ces bonnes paroles ne les engageaient pas à grand-chose, et le contenu de l'accord secret était beaucoup plus significatif. Saint-Pétersbourg et Tokyo s'entendaient sur un partage de la Mandchourie, province chinoise, en deux zones d'influence. La Russie s'arrogeait le nord, tandis que le Japon régnerait sur le sud. Chaque partie s'engage à ne pas empiéter sur la sphère de l'autre. La Russie entérine le statut particulier de la Corée pour le Japon, tandis que ce dernier reconnaissait les intérêts russes en Mongolie extérieure, alors province de l'Empire chinois. La normalisation rapide des relations russo-japonaises était très avantageuse pour les deux parties. La Mandchourie fut progressivement soustraite à l'influence chinoise. À la fin du 19e siècle, le gouvernement de Pékin avait accordé des concessions à la Russie et au Japon pour la construction et l'exploitation de lignes de chemin de fer en Mandchourie. Selon le traité de Portsmouth, les deux puissances pouvaient y envoyer des troupes destinées à la protection de leurs lignes. Moscou dépêche ainsi dans la province chinoise 27 000 soldats et Tokyo 14 500. La Russie y établit de nombreux cantonnements et industries qui, bien que situés sur un territoire appartenant à la Chine, n'étaient soumis qu'à l'administration et au droit russe. La Chine proteste, refuse de reconnaître l'ampleur des droits russes dans la zone du chemin de fer. Elle trouve son meilleur allié à Washington. Les États-Unis firent valoir que l'octroi de concessions de chemin de fer ne saurait entraîner de droits politiques. En 1909, Moscou et Pékin signent enfin un accord qui, tout en insistant sur la souveraineté chinoise, accorde aux Russes d'importantes prérogatives dans la zone du chemin de fer. Le Japon fut la seule puissance à reconnaître ce traité, espérant certainement en secret obtenir des concessions similaires. Les États-Unis opposent la plus vive résistance au projet russe. Le président William Taft poursuit la politique de la porte ouverte en Chine. Il était favorable à un projet de rachat des chemins de fer de l'Est de la Chine à la Russie et de chemins de fer de la Mandchourie du Sud au Japon, afin de limiter l'influence de ces deux pays en Mandchourie. Le secrétaire d'État américain Knox propose de construire d'autres lignes pour faire concurrence aux Russes et aux Japonais. La Chine devait ainsi regagner sa marge de manœuvre en politique étrangère. Mais ce projet fut timidement accueilli par les autres grandes puissances. Le Royaume-Uni notamment se refusait à défendre la moindre politique visant à restreindre les intérêts de son allié japonais. L'initiative américaine eut finalement un effet contraire à celui escompté. Le Japon, la Russie poursuivent leur rapprochement et concluent en 1910 deux nouveaux traités, l'un officiel, l'autre secret, tout comme en 1907. Le premier proclame que les deux puissances s'engageaient à respecter la souveraineté chinoise, mais dans le second, Tokyo et Moscou se réservaient le droit de recourir à tous les moyens pour préserver leur intérêt dans leur zone d'influence en Extrême-Orient, allant jusqu'à évoquer pour la première fois la possibilité d'une action commune. Les conséquences concrètes de cet accord apparurent peu après. Le traité avec la Russie de Nicolas II constituait une sécurité
indispensable pour la poursuite de la politique coloniale du Japon de Mucho en Corée. L'armée japonaise prend prétexte de l'assassinat du résident général Ito pour formuler de vives menaces envers son voisin coréen. Tokyo passe du simple protectorat à une annexion pure et dure. Le 22 août 1910, l'empereur du Japon, Mucho Ito, et son homologue coréen, Sun Jong, signent un traité qui avait été dicté par le général japonais Matsake. Tokyo avait généreusement concédé à la Corée de pouvoir offrir aux souverains japonais de façon totalement permanente les droits de souveraineté sur l'ensemble du territoire coréen. Celui qui portera un jour le titre posthume de Meiji Tenno se prête à cette farce et accepte l'hommage. L'empereur de Corée conserve officiellement son trône, mais la politique de son pays fut désormais entièrement dirigée par le Japon. L'occupation de la Corée fut la dernière pierre apportée à l'édifice de l'expansion coloniale japonaise avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Comme on l'a vu, en cette période de troubles géopolitiques majeures du XXe siècle, où le Japon a su passer en un temps record de nations isolées du reste du monde, de son propre chef à une puissance économique et militaire, au cœur d'une guerre qui a fait trembler le monde, la Première Guerre mondiale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie.